Après Chicago, Atlanta et Cleveland ces dernières années, le All-Star Weekend fera son grand retour à Salt Lake City dans quelques jours, 30 ans après le premier match des étoiles, organisé dans l'Utah en 1993. Le vendredi 19 février, cette année-là, tous les All-Stars ont débarqué en ville, et sont passés par la traditionnelle case Media Day, organisée dans la salle de réception d'un hôtel. Charles Barkley, Isaiah Thomas, Shaquille O'Neal, David Robinson, toutes les stars étaient présentes pour fournir un peu de matière à la presse avant le grand jour. Toutes sauf une, et la plus grande d'entre elles, Michael Jordan. Un week-end à la montagne, très peu pour Mike. Lui ne s'en cache pas, il comptait sur ce break pour aller jouer au golf. Or, à Salt Lake City, à cette époque de l'année, les parcours sont enneigés. En janvier, il déclare ainsi qu'il aurait préféré que la NBA organise l'événement dans une ville chaude et ensoleillée, où il aurait pu aller tâter le green avant d'enfiler les baskets. Il se met même les locaux à dos en ajoutant « Ce qu'il y a de mieux à Salt Lake City, c'est que c'est à 2 pas de Las Vegas. » Et oui, si MJ n'était pas au fameux Media Day, c'est qu'il avait préféré se faire une petite virée à Sin City. Le 1er février 1993, Chicago est en déplacement à Salt Lake City. On est à 20 jours du All-Star Game, et Jordan est accueilli par des fans brandissant des affiches « I don't like Mike » ou « Take a hike Mike » et se fait siffler à chaque fois qu'il touche le ballon pendant le match. Bon, vous connaissez la bête, tout ça ne fait que le booster, et il plante 20 de ses 37 points dans le dernier quart, dont 18 dans les 6 dernières minutes, pour mener les Bulls à une victoire 96-92 face au duo Stockton-Malone. Mais après la rencontre, tout de même, il explique en interview qu'il n'avait pas voulu manquer de respect à l'Utah. Je n'ai pas voulu dire ça de manière désobligeante. J'ai dit que c'était à 2 pas de Las Vegas, et c'est la vérité. J'irai quand même à Las Vegas jouer au golf dans le All-Star Break. Jouer au golf fait partie des choses que j'aime faire dès que j'ai un peu de temps. J'ai toujours joué au golf dans toutes les autres villes par lesquelles je suis passé pour le All-Star Game. Et le truc, c'est qu'il avait tout organisé, toute la logistique était prévue, de A à Z, pour pouvoir gérer au mieux son week-end sans pour autant blesser personne. Je vais prendre le vol de 23h le mercredi 17 et je serai sur le green à 8h du matin le lendemain matin à Las Vegas. Je jouerai toute la journée jeudi et toute la journée vendredi, puis je prendrai l'avion pour venir ici vendredi soir. J'espère qu'ils ne me siffleront pas. C'est ce qu'il a ajouté, le sourire aux lèvres alors qu'il venait donner la leçon au Jazz, devant son public, toujours prêt à transformer la moindre onde négative en rage assassine sur le terrain, que ce soit en saison régulière ou All-Star Game. S'ils veulent me siffler, je vais me nourrir de cette énergie. Les fans ont pris à cœur ce que j'ai dit. Je devrais me servir de cette déception, de cette colère et la mettre au service de mon jeu. Ils sont fiers de leur ville et l'ont montré. Et très franchement, je comprends. J'aurais probablement réagi de la même manière. Mais laissons ça derrière nous et passons à autre chose. Dans le Deseret News du lendemain, le journal local, un article consacré à la petite affaire commence par la phrase suivante. Selon l'aspirant joueur du circuit PGA Michael Jordan, ses commentaires controversés sur sa venue à Salt Lake City pour le All-Star Game ne concernaient que le golf et pas l'Utah. Hasard du calendrier, le match retour est prévu 2 semaines plus tard à Chicago. Les deux équipes se retrouvent donc le 17 février pour un dernier affrontement avant le All-Star Break. Cette fois, c'est la fessée pour Utah. Défaite de 18 points face à des Bulls menés par les 27 points de Michael Jordan le soir de son 30e anniversaire. Entre-temps, le gouverneur de l'Utah de l'époque, Mike Leavitt, lance une invitation à MJ, à qui il propose un voyage en jet privé dans la ville de Saint George pour une partie de golf avec lui et d'autres personnalités locales. Il promet même de faire du 22 février le Michael Jordan Golf Day dans l'Utah. Vivement critiqué, il étend son invitation à tous les All-Stars et ne reçoit aucune réponse. Mais maintenant, revenons au vendredi 19 février. Alors que ses collègues sont déjà arrivés et se prêtent au jeu des interviews, Jordan est lui, comme il l'avait annoncé, en pleine partie de golf à Vegas. Mais le truc, c'est que rebelote le lendemain. Pendant qu'une violente tempête de neige s'abat sur Salt Lake City, il passe la journée sur le green, dans le Nevada voisin. Et là, ce n'est finalement que le samedi soir qu'il débarque enfin dans l'Utah en jet privé. Le dimanche, la rencontre est jouée au Delta Center, inauguré 1 an et demi plus tôt. Le public lui épargne cette fois-ci les sifflets et Pat Riley ne l'économise pas. Aucun joueur ne passe plus de temps sur le parquet que lui ce soir-là, 36 minutes. Il rate 11 de ses 17 premiers tirs puis se rattrape dans le money time et termine à 30 points, à 10 sur 24 au shoot, 4 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, mais perd également 6 ballons, plus gros total individuel de la soirée, et voit l'Ouest s'imposer 135-132 après prolongation. John Stockton et Karl Malone sont nommés co-MVP à la maison. Dans le LA Times du lendemain, on peut lire Michael Jordan, qui a affronté le blizzard pour arriver en ville dans son avion affrété, a eu l'air la majeure partie de la soirée d'avoir laissé ses jambes sur les terrains de golf de Las Vegas. Après le break, les Bulls remportent 22 de leurs 30 derniers matchs et décrochent un 3e titre d'affilée en juin. Jordan a déjà tout gagné et le manque de motivation se fait sentir. Son père est assassiné en juillet, il n'a plus envie de jouer et annonce mettre fin à sa carrière quelques mois plus tard, juste avant le début de la saison 1993-1994. L'amour du jeu sera finalement plus fort, avec un comeback au printemps 1995, puis un nouveau three-peat avec les Bulls, avant sa seconde retraite en 1998. Quant au All-Star Game, il aura donc mis 30 ans à revenir à Salt Lake City, une date symbolique à fêter pour la Ligue, grande spécialiste du storytelling. À l'époque, la récente inauguration du Delta Center et l'amitié entre le commissionneur David Stern et l'ancien propriétaire du Jazz Larry Miller, aujourd'hui tous les deux disparus, avaient joué dans l'attribution de l'événement. Et pour l'anecdote, l'actuel commissionneur Adam Silver a confié que le All-Star Game 1993 avait été son premier en tant qu'employé de la NBA. Depuis, la 3e ville la moins peuplée au kilomètre carré et disposant d'une franchise NBA après New Orleans et Oklahoma City a montré qu'elle s'était modernisée et qu'elle était capable d'organiser
organiser de grands événements, comme les Jeux Olympiques d'hiver en 2002. Les dirigeants de l'équipe, eux, ont prouvé qu'ils étaient capables d'investir. En 2016, 125 millions de dollars ont été injectés pour rénover la Vivint Arena, qui reprendra d'ailleurs son ancien nom de Delta Center à partir du 1er juillet. Plusieurs autres facteurs ont permis à sa candidature d'être retenue, comme l'aéroport de la ville qui a été entièrement remis au goût du jour en 2020, conclusion d'un projet à plus de 4 milliards de dollars. Bus ou métro, il y a aussi ce qu'il faut pour se déplacer, et contrairement à il y a 30 ans, suffisamment de chambres d'hôtel sont disponibles pour accueillir tout le monde sereinement. Le Salt Palace Convention Center, qui accueille la traditionnelle Jam Session ainsi qu'un concert le samedi soir, n'est lui qu'à un bloc de la Vivint Arena. À l'intérieur, pas moins de 14 terrains de basket, entre autres animations pour les fans. Le NBA HBCU Classic, un match entre deux équipes NCAA, fait lui aussi son retour, et se jouera au Huntsman Center, une salle de 15 000 places non loin du centre-ville. Nous avons des terrains de basket à l'intérieur de presque chaque église ici. Les gens adorent le basket et le All-Star Game représente une célébration de cet amour. Après l'annonce de l'attribution du All-Star Game 2023 à Salt Lake City en octobre 2019, Karl Malone, comme bien souvent, avait son petit mot à dire, et lui aussi donnait son avis sur le sujet. Il veut encore mettre toutes les célébrités au premier rang, ce qui est d'ailleurs une belle connerie. Mais le plus important, c'est de pouvoir être à la maison et de montrer aux gens notre ville. Pas ce stéréotype. Oh, c'est l'Utah, c'est les Mormons. Tout le monde va vite à dire « Non, je connais pas l'Utah parce qu'on n'y trouve pas d'alcool ». Alors qu'il y a un liquor store d'État à chaque coin de rue. Et puis amenez votre alcool si ça vous dérange tant que ça. À Cleveland, en 2022, l'événement avait attiré un peu plus de 120 000 visiteurs, venus de 45 États américains et 24 pays différents. Chaque personne avait en moyenne dépensé 360 $ par jour sur le week-end, et 47 000 chambres d'hôtel à 413 $ la nuit en moyenne avaient été occupées. Selon la responsable communication du Jazz, Caroline Klein, l'impact économique total du All-Star Weekend devrait avoisiner les 250 millions de dollars, soit à peu près autant que celui de l'année dernière à Cleveland. Et ce que l'on se dit, c'est que c'est quand même plutôt pas mal comme chiffre d'affaires pour un investissement initial d'environ 10 millions de dollars, soit à peu près ce qu'avait rapporté à l'économie locale le premier All-Star Game à Salt Lake City en 1993. Définitivement, les temps changent et le business de la NBA et du All-Star Game aussi. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.